Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter un travail qui est actuellement en cours à l'INSERM de Bordeaux, qui consiste à créer un outil de classification automatique de données textuelles du service hospitalier des urgences du CHU de Bordeaux. Donc, actuellement, en France, il n'existe pas de système de surveillance concernant les traumatismes, et notamment concernant leur mécanisme. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, un traumatisme est dû à un accident de la voie publique, à une chute, dans le cadre d'un accident du travail. Et ces données, on peut cependant les retrouver dans le résumé des passages aux urgences sous la forme d'un texte libre. C'est-à-dire que quand vous allez aux urgences, que vous vous faites examiner, il y a le médecin qui va faire un compte rendu, et c'est ce compte rendu-là qu'on va examiner. Et donc notre objectif, c'est de le traiter de manière automatique, afin de créer un observatoire national des traumatismes dans le cadre de ce que nous on appelle le projet Tarpon. Les autres applications potentielles autres que l'observatoire national, c'est tout ce qui est observatoire sur la violence, sur par exemple les tentatives de suicide, avoir un outil d'évaluation des politiques publiques, et cet outil-là peut servir aussi de base sur d'autres projets, notamment tout ce qui est gestion des flux aux urgences, pour éviter qu'ils soient encombrés. Donc, un petit résumé. Actuellement, les résumés des urgences, j'ai oublié de préciser que ça s'appelle des anamnèses. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ces anamnèses-là, on les donne à notre modèle d'intelligence artificielle et qu'il soit capable de nous sortir automatiquement les mécanismes de traumatisme. Donc sport, accident de la voie publique, etc. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail préliminaire qui consiste à faire de la classification binaire en soit l'anamnèse est un traumatisme, soit un non-traumatisme. Et en plus de ça, ce travail nous a permis de répondre à deux questions. Est-ce qu'il est possible de classifier automatiquement ces anamnèses, et est-il possible de réduire le coût de labellisation des données? Donc, spoiler, les réponses c'est oui. Donc, en ce qui concerne les données, on avait environ 172 000 anamnèses issues du service des urgences du CHU, s'étalant de 2012 à 2019. Pour chacune de ces anamnèses, en fait, il y a le médecin qui va coder ce qu'on appelle une CIM-10. C'est la classification internationale des maladies de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc là, je vous ai mis deux petits exemples. La première, patient consulte pour fièvre et courbature depuis la veille avec vomissement à 4 reprises ce jour et diarrhée non sanglante. Pas de notion de voyage récent, notion de frisson, pas de comptage. Là, on va voir que la CIM-10 associée, c'est R104. Ça commence par la lettre R, donc toutes les CIM-10 commençant par la lettre R, on va dire que c'est des non-traumatismes, là parce que là, ça a l'air plutôt un symptôme infectieux. La seconde anamnèse, ce matin au domicile, TC sur chute de sa hauteur avec PDC pendant 5 minutes, plaie occipitale à bord net d'environ 4 cm, pas d'autres lésions, pas de modification de la conscience par rapport à l'état antérieur. Là, la CIM-10, ça commence par un S, donc toutes les lettres commençant par un S de la CIM-10 seront des traumatismes. Avec ces exemples, vous pouvez voir aussi un peu le type de vocabulaire qu'on doit traiter. Il y a par exemple des abréviations. TC, c'est pour trauma crânien. PDC, c'est pour perte de connaissance. Donc, on a plein d'abréviations comme ça qui sont propres au vocabulaire des urgentistes. Vous avez aussi, par exemple, du vocabulaire un peu, disons, scientifique. Là, par exemple, le comptage, je ne sais pas si tout le monde ici sait ce que c'est le délai d'attente entre le moment où le patient est exposé à un pathogène et la survenue des symptômes. Et de même, on peut retrouver tout ce qui est nom de médicaments, des choses comme ça. Et donc, on va devoir traiter tout ça. Donc, de nouveau, petit résumé. Ce qu'on a actuellement, c'est les anamnèses traitées par médecin qui nous sort une CIM-10. Avec la CIM-10, on va déduire les classes. Et nous, ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà fait, c'est l'anamnèse, on la donne à notre modèle d'IA qui va nous sortir les classes binaires, trauma et non-trauma. Donc ça, c'est la première question que j'ai posée tout à l'heure. Pour la seconde question, savoir tout ce qui est lié au coût d'annotation, on a testé deux scénarios. Un scénario A qui est complètement supervisé, au sens où on a environ 162 000 données où on a les labels,
et ensuite on va tester sur 10 000 données test. Et un scénario B où on fait du semi-supervisé, c'est-à-dire qu'on a environ 152 000 données où on n'a aucun label, puis on va les faire passer sur, on va faire passer notre modèle sur 10 000 données annotées, et enfin on va les tester sur les 10 000 données test qui sont bien sûr les mêmes que celles du scénario A. En ce qui concerne le modèle, on a utilisé le GPT-2, le Generative Pre-trained Transformers 2. C'est un modèle développé par OpenAI en février 2019, ça a donc 1 an. En NLP, 1 an c'est énorme parce qu'il y a quasiment des avancées quasiment tous les mois, voire semaines. Ce modèle-là, c'est un modèle unidirectionnel basé sur la partie décodeur du transformer original qui est sorti en 2017. J'y reviens après. La principale caractéristique de ce modèle, c'est qu'il permet de générer du texte. Là aussi, je vais vous montrer des exemples après. Il existe en 4 versions, 124 millions de paramètres, 345, 774 et 1,5 milliard de paramètres. C'est énorme. Nous, par exemple, on a pu appliquer que le 124 millions de paramètres parce que tout simplement, on n'a pas les GPU pour faire tourner le reste. À titre de comparaison, pour les personnes qui font de la computer vision, un ResNet, le plus petit c'est 25 millions, le plus gros c'est 60 millions de paramètres. En ce qui concerne le tokenizer qui utilise le modèle, c'est le BPE, le Byte Per Encoding. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un tokenizer, c'est la façon dont en fait, on va découper les phrases qu'on fournit au modèle. Un exemple très simple, c'est une phrase, donc on donne des mots. Là, en fait, en réalité, c'est des bouts de mots. Un bout de mot va pouvoir servir à créer plusieurs mots. Ça permet ainsi de réduire considérablement la taille du vocabulaire, et ça permet aussi de gérer tout ce qui est mots rares, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas dans notre vocabulaire et qu'on risque de rencontrer soit dans l'apprentissage ou dans la phase de test. Et donc finalement, on se retrouve avec un vocabulaire d'environ 50 000 tokens qui est basé sur de l'anglais. On va donc appliquer un vocabulaire en anglais sur des données en français. Vous allez voir que ça marche. Donc là, c'est pour ce qui est l'architecture du transformer. À gauche, vous avez l'encodeur, à droite, le décodeur. Ce qui est très intéressant ici, c'est la partie en orange, où il y a écrit multi-head attention. En fait, le principal intérêt de cette architecture, c'est que ça permet de paralléliser les calculs de l'attention et donc d'obtenir de meilleurs résultats. Donc, pour les calculs, c'est le calcul tout à droite. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que depuis, il y a d'autres formules plus efficientes qui sont sorties. Et je donne des liens bibliographiques à la fin pour ceux que ça intéresse. Je vous ai dit aussi que ce modèle permet de générer du texte. Donc ça, je l'ai tiré de la publication des auteurs du GPT-2. En entrée, c'est l'encadré du haut, où en gros, ça nous parle d'un scientifique qui a découvert des licornes dans une vallée inexplorée de la cordillère des Andes, et que fait extraordinaire, ces licornes parlaient un anglais parfait. Et donc ce qu'a sorti le modèle, c'est ce qu'il y a en dessous. Ça nous parle d'un biologiste évolutionniste. Ça fait sens avec le terme de scientiste qu'on retrouve plus haut. Il travaille à l'université de La Paz, capitale de la Bolivie. Ça fait sens avec la cordillère des Andes. Ce scientifique, il lui a même donné un prénom. C'est le docteur Jorge Pérez. Un nom à consonance hispanique, dans la cordillère des Andes, de nouveau ça fait sens. Ça nous parle aussi de pics de roche, de neige argentée, de nouveau dans la cordillère des Andes. C'est plutôt pas mal. Bon, là, vous allez me dire c'est de l'anglais, donc je vais vous montrer des choses en français. C'est que ce qu'on a fait, c'est qu'au moment de l'apprentissage, on lui a demandé « génère-nous du texte à certains endroits » pour voir comment, en fait, il se débrouille. Donc là c'est une anamnèse du haut, c'est à peine au bout de 200 données d'apprentissage. Il nous sort le matin de 22h30 cet épisode de vomissement, l'épisode 7 non à la semaine d'évolution, ça n'a aucun sens. On peut néanmoins noter que déjà il nous parle en français.
Juste en dessous, on est à 100, ce qui nous génère a pris 116 000 données d'apprentissage. Chute à vélo sans perte de connaissance avec TC, donc trauma crânien, trauma facial, pas de contusion ni légère plaie ouverte. Épicstasie, c'est le nom un petit peu savant pour saignement de nez. Immédiat, bien résolu, prise de Doliprane et consigne de consulter à la clinique mutualiste. La clinique mutualiste, elle est à moins d'1 kilomètre d'ici. Sous piostacine, bon ça c'est le nom d'un médicament, je ne sais pas ce que c'est. Et apyrétique, c'est qui n'a pas de fièvre. Donc je ne sais pas s'il y a un médecin dans la salle, mais c'est une anamnèse qui est plutôt convaincante. Et donc nous, pour nos classifications, c'est ça qu'on va utiliser, au sens la génération de texte. En soi, le modèle du GPT-2, on l'a très peu modifié. On a surtout joué sur la façon dont en fait, on donne les données au modèle. Là, ici, en noir, ça représente en fait le texte des anamnèses. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé un token artificiel à la fin de chacune des phrases. Ici, c'est Tarpon, auquel après on a mis les classes, 1 pour trauma, 0 pour non-trauma. Donc ça, c'est pour tout ce qui est apprentissage labellisé. Et au moment du test, on va donner de nouveau le texte. Cette fois-ci, on donne juste le mot tarpon, qui est en fait le mot déclencheur, qui va comprendre que c'est à partir de là qu'il va devoir générer le texte. Et donc, il va nous donner la classe qui est, selon lui, la mieux adaptée en fonction du contexte qu'il a reçu avant, c'est-à-dire les anamnèses. Au début, si on fait un petit peu comment ça se déroule, au début, il ne va pas directement nous donner 0 ou 1, il va nous donner un mot de vocabulaire, un des tokens dans son vocabulaire. Donc au début, on peut très bien avoir patate, c'est ce qui n'a aucun sens pour nous. C'est au fur et à mesure qu'il va lire les anamnèses, c'est qu'il va converger de lui-même vers 0 ou 1, parce qu'il va apprendre qu'après le mot tarpon, c'est 1 ou 0 qu'il est censé sortir. Donc là, de nouveau, c'est la même chose en semi-supervisé, sauf que pour tout ce qui est les données où on n'a pas besoin de label, oui, donc il y a une faute, je dis qu'il y a sur 150 000 données labellisées, c'est non labellisé du coup, et là on ne met pas le mot déclencheur. Et donc pour la suite, c'est exactement pareil. Au niveau des résultats, donc là c'est la valeur de la UIC en fonction du nombre d'anamnèses annotées que le modèle a eu en apprentissage. Donc là par exemple pour une AUC de 0,95, le scénario supervisé a eu besoin de 6000 données labellisées, alors qu'en semi-supervisé, il en a eu besoin à peine de 600, ce qui nous permet de réduire le coût d'annotation par 10, ce qui est dans notre domaine considérable. On a aussi calculé tout ce qui est le F1 score et tout ça. Je ne vous l'ai pas donné ici parce qu'en fait, il est faux au sens où on l'a calculé et donc on a isolé toutes les erreurs pour voir où se trompait le modèle. Et en fait, on s'est rendu compte que plusieurs fois, c'était le modèle qui avait raison et que c'était des erreurs d'annotation humaine, au sens où le médecin il peut être débordé, il peut se tromper, c'est un humain. Donc il y a des erreurs. Donc au sens, le F-score qu'on a calculé, il est erroné au sens où le modèle fait mieux, l'humain fait moins bien, du coup on pourra comparer les deux scores. Et aussi, ce qu'on peut imaginer, c'est que s'il y a des erreurs dans les données test, c'est qu'il y en a aussi dans les données d'apprentissage. Et donc potentiellement, le modèle pourra faire encore mieux par la suite. Donc là, tout ça, actuellement, c'est en train d'être revu par un médecin, parce qu'on a besoin d'un médecin qui relie toutes les anamnèses pour nous dire quelles sont les bonnes classes finalement. Donc c'est pour ça que je ne vous les affiche pas ici. En conclusion, dans le cadre du NLP et de nos données, une approche semi-supervisée permet d'avoir des résultats comparables à ceux d'une approche supervisée. Dans notre cas, c'est de réduire les données, du moins le coût des données par plus de 10. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que le GPT-2, si vous allez lire la publication,
les auteurs ne font pas de classification. Au sens, c'est nous qui avons légèrement adapté le modèle pour qu'ils puissent en faire. Et finalement, pour aller plus loin, donc, le premier lien, c'est celui de la publication de notre équipe de l'INSERM. C'est retrouvable sur le site de DataQuitaine. Le second lien, c'est le lien de la publication du GPT-2, là aussi sur DataQuitaine. Et le dernier lien, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré des générations du GPT-2. Et donc, si vous voulez aller le tester par vous-même, vous tapez Write with Transformers sur votre moteur de recherche préféré et vous pourrez le tester par vous-même. Mais il faudra lui parler en anglais. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci. Et j'enlève les bras. Oui, là-bas. Bonsoir. Est-ce que vous avez essayé d'autres modèles ou pourquoi est-ce que vous avez, on a l'impression que vous avez choisi ce modèle pour une certaine raison ou est-ce que vous avez d'abord cherché différents modèles, fait des tests et choisi celui-là? Enfin, on a l'impression qu'il y a une motivation derrière. Moi, quand ce travail a commencé, je n'étais pas encore à l'INSERM. De ce qu'on m'a dit, ce modèle a été choisi parce que tout simplement, en fait, à l'époque, c'est OpenAI qui l'a sorti. C'était vraiment le tout dernier modèle à la pointe en NLP, donc on a commencé par celui-là. Moi, depuis que j'y suis, j'ai commencé à appliquer d'autres modèles, notamment tout ce qui est basé sur BERT. Je ne sais pas si les personnes connaissent. BERT, c'est la partie encodeur du Transformers. Et normalement, c'est ce qu'on utilise principalement pour faire de la classification, vu que de base, normalement, le GPT-2, on ne fait pas de classification avec. Et de ce que j'ai pu faire, c'est à peu près des résultats comparables. Et l'objectif, c'est d'en faire tourner plusieurs, parce qu'après, on fera des ensembles pour essayer d'améliorer les résultats. Une autre question? Oui. Bonjour et merci pour la présentation. Juste pour rebondir, j'ai vu qu'il y a quelques mois, il y a l'INRIA et la Sorbonne qui avaient sorti une version française de BERT, Camembert. Oui. Est-ce que vous avez eu le temps de travailler dessus? Exactement, c'est celui que j'ai testé. J'ai aussi testé Flaubert qui lui est sorti en décembre. Et c'est l'université de Grenoble qui l'a entraîné avec le CNRS sur le supercalculateur Jean Zé qui ont eu, sur ma connaissance, le plus puissant d'Europe. Et donc, là, du moins, c'est ce que je peux vous dire actuellement, Flaubert converge... Camembert et Flaubert arrivent à avoir les mêmes résultats, mais Flaubert converge plus rapidement, en moins d'époques. Du moins pour nos données. Voilà. Une question ? Du coup, sur les modèles dérivés de BERT, vous faites du fine-tune sur des modèles préentraînés? Oui, en fait, là, nous, vu que pour le GPT-2, on a dû le réentraîner de base, vu que de base c'est de l'anglais, et nous on fait du français. Donc on l'a réentraîné from scratch. Pour Camembert et Flaubert, là ils nous fournissent les poids. Donc on utilise les poids qu'ils nous fournissent, et après on n'a plus qu'à l'appliquer, disons, sur 10 000 ou 20 000 données. Et ça va, oui, du fine-tuning, et ça permet d'avoir des résultats comparables à ceux qu'on a avec le GPT-2. Et en temps de calcul pour le fine-tune? En temps de calcul, moi avec mon GPT, mon GPU, une époque prend environ 2 heures. Donc après, on fait des époques autant qu'on veut pour essayer d'améliorer les résultats. Donc après, c'est en fonction de ce que vous voulez vous, mais au minimum, c'est 2 heures et c'est incompressible. Mais ça, c'est ce que je veux dire, c'est pour les architectures actuelles, parce que j'ai évoqué, pour le Transformers, je ne suis pas entré dans le détail parce que ça repose actuellement sur tout ce qui est produit scalaire. Et il y a une publication, ça s'appelle le Reformer, donc de Google, qui est sorti il y a à peu près un mois, où là, ils refont en fait tous les calculs de manière beaucoup plus efficiente.
Et que là, par exemple, ce que j'ai pas dit, c'est que pour les tokens, la séquence de tokens qu'on a en entrée, pour BERT, c'est 512. Pour le GPT-2, c'est 1024. Avec le Reformer, ils sont arrivés jusqu'à 1 million de mots. Après, je ne sais pas l'équivalent en token de combien ça fait, mais ils peuvent prendre une séquence d'1 million de mots et générer du texte après, ce qu'ils veulent après. Et ça tourne sur un GPU de 16 Go. Et c'est révolutionnaire. Voilà. Ok, merci. Une question tout en haut. Juste pour savoir, les frameworks, j'imagine c'est sous Python oui. Pour chacun le GPT-2, le Camembert et Flaubert. Tout est sous Python. Pour le GPT-2, en fait, on a pris le code source d'OpenAI pour pouvoir le faire tourner, vu qu'on fait des légères modifications pour pouvoir faire de la classification. Pour tout ce qui est Camembert et Flaubert, je vous conseille l'API Hugging Face, où là, clairement, en une ligne de code, vous installez la librairie, vous chargez le modèle, ça vous donne les poids, et vous n'avez plus qu'à la faire passer sur votre propre donnée pour pouvoir faire du fine-tuning et avoir vos résultats, et ça va très vite. Paul? Bonjour, merci beaucoup. Vous avez utilisé donc le GPT qui est avant tout un modèle génératif. Et d'ailleurs, en première intention, vous l'avez entraîné à générer des anamnèses, on va dire, convaincantes. Est-ce que vous avez envisagé d'expérimenter dans cette direction pour augmenter votre jeu de données labellisé artificiellement, en profitant de la partie génération d'anamnèse, puis détection automatique du label, pour essayer de réinjecter ça dans votre jeu de données et voir où ça vous pousse, où ça peut vous mener en termes de résultats? Actuellement, non, parce qu'on a suffisamment de données. Et ce que, en fait, je précise pas ici, c'est qu'on l'utilise que sur les données de Bordeaux, mais à terme, ça prendra aussi les données de Langon, puis dans une autre phase, les données de la région Nouvelle-Aquitaine, et normalement, à terme, ça sera au niveau national, donc on ne va pas manquer de données. Après, pour ce qui est vraiment pure génération d'anamnèse, actuellement, je ne sais pas à quoi en pratique ça pourrait servir. Là, c'était juste pour voir comment apprendre le modèle. Après, je ne sais pas, il faudrait que je vois avec les autres personnes de mon équipe qui, eux, sont plus médecins et épidémiologistes pour savoir à quoi ça pourrait servir en pratique. Mais actuellement, j'en vois pas d'utilité. Merci. J'en ai une autre. Vous avez montré qu'en fait, donc sur GPT-2, il marchait bien en anglais et en français. Est-ce que vous avez fait l'exercice de voir si vos résultats obtenus s'appliquaient aussi à des anamnèses en anglais, par exemple? Non. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est, là, ce que j'ai dit, c'est qu'on se sert d'un vocabulaire en anglais sur des anamnèses en français. On voudrait créer notre propre vocabulaire en français. Vu qu'on a assez de données, on peut créer un vocabulaire. Le seul problème, actuellement, on est limité parce que dans ces données, il y a des données personnelles, du style le nom des patients, des numéros de téléphone, des choses comme ça. Et donc, en fait, on va devoir faire une préphase d'anonymisation des données, où là, on fera plus, par exemple, du moins ce que j'aimerais faire, c'est de la reconnaissance d'entités nommées, où là, directement, en soi, on pourrait appliquer ce qu'on vient de faire, mais ça nous dirait données anonymisées ou non anonymisées, mais les non anonymisés, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les supprime? J'ai évalué que ça fait environ 15% des données. Jeter à la poubelle 15% des données, ça fait beaucoup. Donc là, ce que j'aimerais faire personnellement, c'est faire de la reconnaissance d'entités nommées pour reconnaître les tokens qui posent problème et les remplacer. Par exemple, un numéro de téléphone, au lieu qu'il apparaisse explicitement, on met un token numéro de téléphone. Et comme ça, on peut garder les anamnèses. Et puis voilà, et donc ça prend un petit peu plus de temps parce qu'en fait, des bases de données en français permettant de faire de la reconnaissance d'entités nommées, il n'y en a qu'une. Et j'ai eu les données qu'il faut faire une demande, vu que c'est à Paris et tout ça, et j'ai eu les données que hier, donc j'ai pas pu encore tester. Et donc j'espère que ça va donner de bons résultats. C'est une base publique ou c'est une base? C'est
C'est l'université de Paris Diderot. En fait, sur leur site, vous pouvez en faire la demande, mais en soi, ils ne vous la donnent pas comme ça. Il faut effectuer une demande. C'est principalement dédié à la recherche. Pour les entreprises, il y a des licences commerciales, mais là, vu que ce n'est pas mon cas, je ne sais pas comment ça se passe et c'est auprès d'eux qu'il faudrait les contacter. Ok, merci. Je pense qu'on arrive au terme de la session avant de passer à la plénière. Donc merci beaucoup pour votre attention et merci aux orateurs.